Un artisan couvreur, déjà, qu'est-ce que ça fait concrètement? Combien ton business rapporte? Combien ton business te coûte? Et ce qui reste à la fin? J'ai monté ma boîte assez tard, j'ai monté ma boîte à 40 ans. J'avais très très faim. Je fais plein de trucs, mais j'ai aussi envie de faire plein d'autres choses. Et si vous avez réussi à faire autant de chiffres en si peu de temps, c'est parce que tu surfes sur un marché qui est en plein boom, on est d'accord? Bienvenue dans un nouvel épisode de Combien ça gagne. Dans Combien ça gagne, toutes les semaines, on décortique un nouveau métier. On essaye de comprendre un peu le modèle économique et de déconstruire, pourquoi pas, certains mythes. Cette semaine, le métier qu'on va essayer de comprendre, c'est le métier d'artisan couvreur. Alors un artisan couvreur, déjà, qu'est-ce que ça fait concrètement? On va le savoir juste après. Dans nos estimations, on a estimé que cet artisan couvreur a un chiffre d'affaires de 35 000 € par mois, qui correspond donc à 420 000 € annuels. Un beau chiffre d'affaires, on va voir si on est à côté de la plaque ou pas. Ça correspondrait à 2 chantiers, à 15 000 € chacun, plus 5 000 € de facturation annexe pour des plus petits projets. Sur ces 35 000 € de chiffre d'affaires, on a estimé qu'il avait environ 20 000 € par mois de charges pour payer 2 salaires pour travailler sur les projets, à peu près 30% de matériaux qui correspondraient à 10 000 € par mois environ, et des frais annexes autour de 2 000 € par mois. Il lui resterait donc dans sa poche 15 000 € par mois, qui correspondrait à 180 000 € par an. Avec ça, il paierait son propre salaire, qu'on a estimé à environ 5 000 € brut, donc un total en chargé, donc qui lui coûterait 120 000 € par an. Et il lui resterait donc 60 000 € de dividendes qu'il utiliserait en trésorerie, en payant l'impôt sur les sociétés, ou à réinvestir dans sa boîte. Voilà nos petits calculs. Est-ce qu'on est à côté de la plaque ou pas? On va voir ça juste après. Salut! Déjà, moi, ce que j'ai vu sur ton site, Laurent, c'est artisan couvreur. Je pense que plein de gens ne savent pas exactement ce que c'est artisan couvreur. Donc, est-ce que, avant de te présenter, tu peux commencer par m'expliquer ce que c'est? Ouais, je peux. Parce que, vous êtes quoi? En fait, je fais des couvertures. Mais en fait, mais pour dormir. Non, je fais couvreur. Ouais. Donc, couvreur, c'est que je fais des toits, en fait, tout simplement, la toiture de la maison. Et principalement, moi, chez les particuliers. Quand il y a un chantier, une maison qui se construit, ouais. Quoi qu'il arrive, toi, tu interviens pour le toit. Ça peut être qu'un artisan couvreur qui fait le toit. Principalement, il vaut mieux que ce soit un couvreur qui fasse le toit. Après, suivant les régions, ça peut être le charpentier qui fait le toit, ça peut être le maçon qui fait le toit. Mais sinon, oui, idéalement, c'est le couvreur qui fait le toit. Et toi, tu travailles la charpente. La charpente, c'est le bois, c'est la structure en bois. Exactement, c'est ce qui porte le toit. Mais comme je fais aussi de la rénovation, c'est-à-dire qu'un toit, c'est pas éternel. Un toit, ça va durer, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, il y a aussi des maisons qui ont 100 ans ou 80 ans, il faut refaire le toit. Donc, il y a aussi un marché de la rénovation de la toiture. Et le marché du toit est très cher. Dans les métiers du bâtiment, est-ce que c'est un des postes les plus chers quand tu dois faire une construction? Ouais, c'est un poste qui est cher, mais c'est un poste qui est méga important en fait, parce que avoir un toit sur la tête, c'est la base. Et donc oui, c'est cher, mais c'est justifié, parce que c'est aussi assez mal placé un toit, hein, c'est sur le toit. Donc faut aller le refaire là-haut, quoi. Faut monter, c'est dangereux, c'est pénible. Faut sécuriser les gars, parce que ça se fait pas tout seul. Faut effectivement monter les matériaux, enlever les anciens. Donc c'est pas toujours un cadeau. Quand il pleut, on y est. Quand il fait froid, on y est. Quand il y a la canicule, on y est. En fait. Et vous faites des chantiers toute l'année? Ouais. Ok, et donc toi, donc le nom de ton entreprise, je vais te laisser la dire, mais donne un petit peu d'indication sur la région dans laquelle tu opères. Alors, si je te dis que je suis les couvreurs occitans, je suis dans une des plus grandes régions de France, parce que l'Occitanie, c'est très grand, mais ça va de Toulouse à Montpellier, et je suis à Toulouse. Voilà. Et toi, tu es à Toulouse, donc tout ce qui est toute la région Occitanie, tu fais? Non, on fait 2 départements en Occitanie, on fait la Haute-Garonne et on fait l'Ariège. Donc, Laurent, je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté. Mais merci pour l'invitation, je suis très content d'être là également. Alors, on va comprendre plein de choses. Moi, j'ai 1 million de questions. Évidemment, je t'en ai déjà posé un peu. Il y a des petits indices. En fait, aujourd'hui, on va essayer de comprendre combien ton business rapporte, combien ton business te coûte, et ce qui reste à la fin. On va voir que tu fais tout un tas de trucs différents. En plus, ouais, j'ai compris. Ouais. Moi, je suis un peu persuadée que tu as un don d'ubiquité, donc ça veut dire que tu peux être plusieurs endroits à la fois. Enfin, j'ai pas encore... Ou alors tu dors pas, t'es insomniaque, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup de trucs. Je fais plein de trucs, mais j'ai aussi envie de faire plein d'autres choses. Donc voilà, je suis assez passionné. On a 1000 vies en fait. Et donc on va d'abord faire ce petit calcul comme d'habitude, et ensuite essayer de comprendre un peu la réalité économique de ton secteur. C'est-à-dire que toi, tu conseilles plein de gens dans ton secteur d'activité. Et donc, moi, j'aimerais vachement comprendre le fonctionnement, les mécaniques, la réalité économique, et aussi comment on fait pour se développer, pour optimiser, pour tirer ses marges et tout. Donc, on va commencer par décortiquer ton business, le passé au crible, sur le bière de combien ça gagne. On va calculer ton chiffre d'affaires d'abord. Tu as plusieurs activités, tu me l'as expliqué. Les couvreurs occitans, vous construisez des toits, donc construisez, rénovez, charpente, isolation et couverture, ce qu'on appelle la couverture, les tuiles. Ouais. Couverture, les tuiles. Et donc ça, c'est une première activité que tu as en propre. Oui.
On a une activité de photovoltaïque également, Ok. qui est la petite sœur. Hein. C'est une activité qu'on a créée il y a 3 ans et qui est née en fait il y a 1 an. Elle a été en couveuse dans la grosse boîte et puis elle est née en début 2024. Aujourd'hui, elle est autonome. C'est un petit bébé qui fait déjà 2 millions quand même. Donc c'est un bébé qui est prometteur et qui est 2 rentable. millions de chiffre d'affaires par an. Pour démarrer, on a de l'ambition quand même. Hein. Je dis c'est un bébé, ça va grandir. Donc voilà, la boîte de couverture, effectivement, c'est plusieurs agences. C'est-à-dire que ça fait 4 millions d'euros, mais répartis sur 4 agences. Mais qui sont toutes à toi, qui appartiennent toutes à toi. Exactement. Et elles sont autour de Toulouse. Hein. Ok. C'est simplement parce qu'on reste une activité artisanale, il faut de la proximité avec notre clientèle. Bien Donc sûr. j'ai été obligé de faire plusieurs agences pour me rapprocher de mes clients, tout simplement. Et 2 questions. La première, est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes ce que c'est photovoltaïque? Je pense que tout le monde ne sait pas, la plupart des gens savent, mais juste. Il s'agit aujourd'hui de fabriquer soi-même sa propre électricité en mettant des panneaux sur sa toiture. Ok. Donc c'est ce qui est la raison pour laquelle les couvreurs Occitan font du photovoltaïque. On était bien placés pour le faire puisqu'on est couvreur. Et si vous avez réussi à faire autant de chiffres en si peu de temps, c'est parce qu'on est vraiment, c'est-à-dire que tu surfes sur un marché qui est en plein boom, on est d'accord? En fait, on règle dans ta région. Oui, on règle un problème, c'est qu'aujourd'hui l'électricité augmente et baissera pas, donc il faut trouver des solutions. Les gens veulent fabriquer eux-mêmes leur électricité. Bien sûr, ok. Donc ça, cette petite entreprise de photovoltaïque toute jeune fait 2 millions de chiffre d'affaires par an. Ouais. Ensuite, toute la partie donc, de tes 4 agences, les couvreurs Occitan, charpente, isolation, couverture, combien par an tu m'as dit? Ça, c'est 4 millions. 4 millions de chiffre d'affaires par an, donc on est déjà sur 6 millions, c'est énorme. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu m'expliquais que tu avais des licences de marque, donc c'est comme des franchises. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'était quoi l'objectif? L'objectif, en fait, il est de faire rayonner la marque géographiquement. Ça permettait donc d'avoir une meilleure visibilité. Et on ne va pas se mentir, les franchisés sont aussi des copains, des gens dont je connaissais la qualité humaine, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et donc, c'était intéressant pour moi de les aider à lancer leur boîte grâce à mon enseigne, en les accompagnant sur la partie financière, sur la partie marketing, communication, en les accompagnant tout court, quoi. Et on a le même logo sur la poitrine parce qu'on partage les mêmes valeurs et on gagne de l'argent ensemble. C'est chouette. J'adore. Et eux, ils opèrent sous le même nom aussi? Oui, absolument. Ouais, ok. Et ça fait combien par an? 2 millions. 2 millions, et donc ça, c'est un système comme une franchise, donc ça veut dire que toi, tu touches un pourcentage de ça. On prend 6% pour gérer la communication. On fait également, nous, la comptabilité, ce qui n'est pas le cas de tous les franchiseurs, mais on fait de la comptabilité parce que j'ai des parts en fait, de ces franchises. En fait, ce sont des franchises, mais dans lesquelles je suis quand même actionnaire. Ouais, ok, très clair. Ok, donc ça... Déjà, donc, en 2 secondes, on a quand même additionné 8 millions d'euros. Ouais, voilà. c'est vite fait. Bien, non, mais tu vois. Mais c'est très simple à calculer. Soit couvreur en Occitanie, gagne 8 millions d'euros par an, y a pas de problème. C'est du chiffre d'affaires. Et puis tous les ans, il faut les refaire parce qu'il y a beaucoup de salariés. L'ensemble, ça représente 70 salariés et avec les franchisés. Et si tous les ans, on veut garder ces salariés, il faut refaire 8 millions et plus. Ouais, donc, c'est aussi une responsabilité. Et surtout, moi, une question que je me pose, un truc très important que tu as dit au début, un toit, c'est 50-70 ans de durée de vie. J'ai l'impression que ça, c'est peut-être un peu dans le meilleur des cas à la fois, mais qu'il y a beaucoup peut-être de rénovation, de réparation souvent en plus. Mais comment tu trouves autant de personnes qui ont autant besoin de... c'est quoi? C'est des maisons qui se détruisent, qui se reconstruisent, et donc il y a tout le temps des besoins. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les toits ils vieillissent tous les jours. Il faut savoir qu'en plus, j'ai des petits concurrents à Toulouse. Il y a 250 couvreurs comme moi. Donc, il y en a 250 Ouais. Mais tu as aussi des charpentiers, tu as aussi des maçons qui font des toits. Donc j'ai un marché qui est extrêmement concurrentiel. C'est vrai? Ouais. Ok. Parce que quoi? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui se mettent à leur compte. Mais comme il y a des boulangers, des bouchers, on a besoin de tout le monde. Ouais, mais après, boulanger, boucher, tout ça, c'est des commerces et donc tu as besoin... Ouais, mais tu as besoin du plombier, tu as besoin de l'électricien, tu as besoin du plaquiste, du peintre. C'est la même chose. On reste un métier de bâtiment. Non, c'est sûr, mais boulanger, boucher, par exemple, tu as besoin d'avoir un local commercial, tu as besoin d'être dans un endroit fixe et donc il y a autant de... Je veux dire, ça s'arrête là où il n'y a plus de locaux commerciaux dispo, tu vois, ou plus effectivement, dans un quartier. Ils travaillent dans une zone de chalandise, mais c'est la même chose pour moi. En fait, je me mets dans une zone de chalandise dans laquelle il y a X logements et puis il y a X couvreurs et je pourrais pas faire tout seul, donc j'ai quand même besoin de mes petits copains couvreurs, concurrents, confrères. Petits concurrents, ouais. Vous tirez la bourre un peu, beaucoup? Ouais, je les défonce. C'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu fais 8 millions de chiffre d'affaires par an et eux, ils font 100 000, 200 000, peut-être 300 000. Alors, j'en fais bosser beaucoup parce qu'on a parlé tout à l'heure de sous-traitants. Ce sont des confrères, en fait. Les sous-traitants sont mes concurrents. Tu leur apportes du business. Oui, bien sûr, je leur apporte du business aussi. Donc, c'est pas, voilà, on n'est pas ennemis, on a la même passion. Parce qu'en fait, il faut être passionné pour faire ce métier. Donc, il n'y a pas de souci. On a la même passion pour notre métier. Trop bien, j'adore. Mais on est en concurrence. Voilà. Et on se fait la guerre. Enfin, faut gagner. Mais on va boire une bière à la fin de la journée tranquille. C'est comme à la fin d'un match de rugby. On fait partie des mêmes syndicats d'artisans. On partage les mêmes valeurs. C'est aussi la beauté du métier d'artisan, ce que je peux imaginer. Bien sûr. Ça fait partie
d'un même tout. Ok. Sauf que là, maintenant qu'on a trouvé nos 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, on ne va pas s'arrêter là. Ouais. Car tu vas dévoiler que tu as aussi d'autres activités, Laurent. Ouais, j'ai d'autres activités. Alors, qu'est-ce que tu fais en plus? Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nous les artisans. C'est une chaîne que j'ai créée il y a 4-5 ans, au moment du Covid, parce que je te cache pas que j'avais plein de copains artisans qui me posaient des questions, qui me disaient « Mais Lolo, comment t'as fait pour te développer ?» Parce qu'on a parlé des 8 millions d'aujourd'hui, mais tout ça, c'est né il n'y a pas très longtemps, c'est né il y a 12 ans d'une micro-entreprise. Et donc, je suis parti de zéro, vraiment, jusqu'à 8 millions aujourd'hui. J'espère qu'on va aller plus loin que ça. Et c'est Ça, tu vas nous le raconter après, tout ce parcours. Du coup, c'est un parcours qui a amené plein de gens à se poser des questions et à me poser des questions. Donc, du coup, j'ai décidé de partager un petit peu mes conseils sur YouTube, surtout au moment du Covid. Puis, j'ai jamais arrêté de partager des conseils sur YouTube. Maintenant, il y a 4 vidéos par semaine qui sortent, 3 shorts, une vidéo longue, rien que sur cette chaîne-là. Ça, on est juste sur YouTube. On est juste sur YouTube, ouais. Ensuite, t'as Insta, TikTok, j'ai vu. Bah oui, j'ai 4 Insta, 2 TikTok, ouais. Et j'ai 3 YouTube. Et ça, donc, oui, tu passes tout le temps. T'as des gens qui t'aident à monter, faire le montage, les coupes, les shorts, poster et tout. Bah, j'ai des alternants en prod. J'ai une responsable de la com chez moi en prod qui est salariée. Et j'ai aussi des freelances qui bossent pour moi. Et ils t'aident aussi à faire la conception des vidéos, l'édito. Voilà ce qu'on va écrire, voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. Ah, Laurent, on n'a pas tourné cette vidéo cette semaine. Voilà de quoi je pense qu'on doit parler et tout. Toute la partie toiture, je l'ai en interne. On l'a internalisé donc avec la responsable de la com qui fait un planning des publications et qui choisit les thèmes des publications. Et maintenant, en prod sur Nous les artisans, c'est ma fille qui est freelance, qui habite en Espagne. Et elle bosse avec moi. Elle a 23 ans, elle a fini ses études. Donc je l'ai mis. C'est ses tâches, donc c'est elle qui fait c'est elle qui va créer des thèmes, qui va chercher les thèmes de mes vidéos, les thématiques. Elle les écrire. Voilà, elle s'inspire aussi pas mal de ce qui se fait à l'étranger puisqu'elle est trilingue et du coup elle m'aide à créer du contenu, c'est chouette. Ah, j'adore, ça c'est hyper cool, business familial, trop bien, bravo. Et donc ça te rapporte de l'argent un petit peu. Est-ce que ça te rapporte combien par an? Le YouTube, tu parles la création de contenu, La création de contenu, ça rapporte quand même pas mal d'argent, hein, puisque si tu veux, j'ai des partenariats avec des marques à hauteur, on va dire en moyenne 30 000 euros par an de partenariat. 30 000 euros, et donc ça explique un peu juste le partenariat avec les marques, comment ça marche. Du coup, c'est simplement une marque qui... Alors, c'est une marque que j'utilise, hein. Je fais pas de promotion de produits que j'utilise pas parce que c'est pas moi, en fait. Tu utilises un produit, mais il y a quand même plein de produits que j'utilise, hein, donc soit dans mon métier de la toiture, donc là, j'ai des partenariats avec des fabricants de tuiles, et puis on fait ensemble des vidéos pédagogiques sur la pose des tuiles, sur la pose des produits d'étanchéité. Donc là, c'est des partenariats qui sont dealés sur une certaine somme d'argent. Puis après, j'ai aussi des partenariats là, j'ai une marque de camion. J'ai signé avec une marque de camion un partenariat. Donc c'est la marque Iveco. Et donc tu fais du contenu pour eux, en fait. Tu les aides à développer leur... Ils utilisent tes communautés et toi, ça... Ok. Ouais. Et ça, ça a commencé quand? Le contenu, ça a commencé quand? Le contenu, ça a démarré en fait assez vite. J'ai pas eu besoin d'être un gros influenceur, puisqu'en fait, j'étais dans une niche où à partir du moment où j'ai eu 10 000 abonnés, des marques sont venues me voir. De toute façon, la base de la création de contenu, on me parlait de ça un peu tout à l'heure, c'est en fait, si tu as une niche et que tu prends l'intégralité de cette niche, là déjà, c'est sûr que ça va marcher. Parce que ton audience, c'est exactement la bonne. Et donc, en fait, la marque de camion, la marque de tuiles dont tu parlais, eux, ils n'ont pas besoin de toucher 100 000 personnes. Ils ont juste besoin de toucher les 10 000 bonnes personnes, quoi. Absolument. Mais tu sais que je peux même le dire parce que j'ai déjà dit sur un podcast, sur Bâti Radio, j'ai signé un partenariat avec ma chaîne Couverture à l'époque. Elle avait 111 abonnés. Tu veux pas mais juste parce que j'avais à côté une chaîne avec 20 000 abonnés. Et du coup, cette boîte veut signer un partenariat avec moi sur la chaîne qui a 20 000 abonnés. Mais je dis, c'est pas la thématique, en fait. La marque, j'ai signé un partenariat à 20 000 euros par an sur une chaîne qui a 111 abonnés. Bon, un an après, on était à 20 000 abonnés aussi. Hein. Mais c'est grâce à ce partenariat, parce qu'en fait, la chaîne m'a dopé, elle m'a obligé à créer du contenu de qualité et tout. Et ça a fait monter la chaîne. Mais c'est génial, parce qu'en plus, tu créais ce contenu de qualité, tu avais les moyens puisque tu étais sponsorisé par eux, donc en fait, tu n'avais pas à sortir de l'argent. Hyper vertueux. C'est génial. Donc, pour répondre à ta question, parce que je sais qu'il faut qu'on avance. Donc effectivement, c'est à peu près 30 000 euros donc effectivement de rémunération, enfin de chiffre d'affaires sur la création de contenu par an pour voilà tous médias confondus, Nous les artisans, Cours Occitan. Et ensuite et après j'ai mes ventes de formation parce que Nous les artisans aujourd'hui c'est un centre de formation qui est Calliope. Et donc là effectivement. Ça, c'est génial. Ça n'a pas été trop dur de te faire certifier Si, ça a été trop dur. Calliope, c'est le comment ça s'appelle? CPF, c'est ça? Alors, je ne fais pas du CPF, puisqu'en fait, mes clients ne sont pas des gens qui sont au chômage, même s'ils ont droit au CPF, mais non, en fait, ils ont droit à des financements par leurs organismes de formation. Ils cotisent, en fait, à ce qu'on appelle un OPCO. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est par l'OPCO. C'est par l'OPCO. Et donc ça a été un enfer. Je me suis fait aider, de toute façon, moi, je fais rien tout seul dans la vie, parce que sinon, si j'aurais rien fait, en fait. Voilà, c'est ça le secret. C'est ça le secret, c'est surtout Lolo, fais rien, laisse faire les autres, trouve les bons et on va s'en sortir.
sortir. Parce que si tu t'y colles, ça va être le bazar. J'allais dire un gros mot, ça va être le bazar. Donc ça, c'est la base. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a effectivement aidé à passer l'assertif. Pour pas dire qu'à passer l'assertif. Voilà. Okay, non, enfin, j'ai quand même j'ai fait l'audit. Et c'est moi qui ai écrit mes formations. Par contre. Ça, c'est c'est ton expertise. C'est mon de expertise. Toute façon, donc ça, c'est normal. Ouais. Ok, donc ça, tu fais... Donc la création de contenu, tu gagnes à peu près 30 000 €. Et donc les formations... Ouais, les formations, pour l'instant, on démarre. On est petit, mais on fait à peu près 150 000 € par an. 150 000, ok. Ouais. 150 000, et ça, c'est sur combien d'élèves ? Là, 300 élèves. 300 élèves, donc ça veut dire que tu vends tes formations quand même 600 €. Quoi. Oui, alors il y en a des bien plus chers. Il y a tous les prix en fait en formation. C'est-à-dire qu'il y a des petites formations à 80 balles, 100 balles en fonction du besoin. Genre, j'ai un pack légal artisan qui donne des conditions générales de vente, des trucs comme ça qui sont qui est pas cher mais qui est bien à mettre utile. Dans ton devis pour qu'eux ils sachent exactement. Voilà. Okay. Mais après j'ai des partenariats où j'accompagne des artisans, alors pas beaucoup, j'ai limité à 10 artisans, mais j'ai 10 artisans que j'accompagne et qui payent 500 € par mois, 5 000 € par an quoi. Et eux c'est vraiment en fait tu les conseilles, tu les coaches. Ah je les ai deux fois par mois au téléphone. Ils t'envoient des textos. Ils peuvent me contacter quand ils veulent. À peu près quand ils veulent. Ils me contactent quand ils veulent, mais je réponds quand je peux. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... mais là, c'est une responsabilité parce que sur un an, il faut que je les amène d'un point A à un point B. Donc, ils payent assez cher pour ça. Je fais aussi des formations en présentiel de temps en temps où je fais venir les gens à Toulouse et on passe 2 jours ensemble et je les forme aussi. Voilà. Tout ça, c'est 150 000 € de chiffre d'affaires. Mais là, par contre, c'est un budget c'est une boîte qui est hyper prometteuse parce qu'il y a un gros besoin dans mon métier. Dans ce métier. Ah bah bien sûr, j'imagine. Donc là, on est à 8 millions de chiffre d'affaires annuel sur les couvreurs occitans. Ouais. On a rajouté 150 000 € de formation et à peu près 30 000 € de partenariat dans la création de contenu. Donc 8 180 000 € de chiffre d'affaires par an. Ouais. C'est un énorme chiffre. Et on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que ça te coûte tout ça, parce que c'est très beau. À peu près la même chose. Ouais. Non, mais c'est un peu toujours ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient enregistrer un épisode de Combien ça gagne, on a un super beau chiffre d'affaires, etc. Mais en fait, non. En fait, il en sort énormément et on se rend compte que si vraiment on veut gagner beaucoup d'argent, il faut faire beaucoup de chiffre d'affaires parce que c'est la clé. Ouais. Mais donc, tu as quand même réussi à bien développer. Donc, en fait, avant de passer aux charges, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est sur ces... on va dire 6 millions que tu fais sur vraiment la partie découvreur occitan que tu possèdes, qui est ta boîte. Moi, la question que je me posais un peu avant, c'est le panier moyen. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on calcule une presta, un devis ? Toi, tu me disais que c'était combien ton panier moyen ? Moi, j'ai un panier moyen à peu près à 7 000 € sur la couverture. Ouais. 7 000 €. Et donc 7 000 €, si donc on a fait le calcul tout à l'heure, c'est à peu près 500 chantiers par an. Ouais. Ça dure combien de temps d'ailleurs un chantier à peu près ? Ça dure à peu près 5 jours. 5 jours ? Ouais. Ok. Et donc, tu vois, 500 chantiers par an, 5 jours, en fait, il faut quand même pas mal de personnes. T'en fais plusieurs en même temps, sinon c'est pas possible. Oui, bien sûr, ouais. Et en fait, il faut quand même avoir pas mal de salariés. Donc, c'est pour ça que je parlais de ça. On va y venir dans des charges. C'est ton plus gros poste de coût ? Non, c'est un poste... c'est un gros poste de coût parce qu'en fait, on peut parler de ce que coûte un chantier, mais on sait que la main-d'œuvre coûte 30%. Ouais. Mais j'ai aussi 30% de charges fixes dans lesquelles on retrouve de la masse salariale. Aujourd'hui, oui, 56% de mon chiffre d'affaires repart dans les salaires. 56% repart dans les salaires parce que donc 30% c'est la base quoi qu'il arrive pour un chantier. 30% c'est mes achats. Donc effectivement c'est la base, je peux pas passer à côté, je vends des tuiles, il faut que je les achète. D'accord, donc ça j'ai 30% acheté. Ouais. C'est les tuiles, le bois. C'est les tuiles, le bois, le zinc, des fois un peu de plastique, de PVC, enfin bon bref, mais c'est 30% c'est mes achats. Ouais. Ok, et ensuite donc 30% de salaire pur de base, on va 30% dire. C'est les salaires de la prod, des gens qui vont faire le chantier. Ça c'est le salaire des productifs. Donc déjà matériaux plus le salaire des productifs, on est à 60%. Ouais. Et ensuite, tu me disais qu'il y avait un 30% restant qui sont... Les charges fixes, c'est-à-dire qu'on va avoir les loyers, on va avoir le personnel qui bosse dans les bureaux, on va avoir tous les frais de fonctionnement, transport logistique. Et les camions aussi, on a des camions de chantier. Ça, vous en avez à vous en propre aussi, j'imagine? Oui, j'en ai 33. Donc là, 3 plus 3 plus 3, on est donc à 90% de charges. Ouais, exactement. Et les 10%, ils sont normalement pour Lolo. Mais ça, c'est normalement. Ça, c'est dans un monde idéal, dans un monde des bisounours. Exactement. Ouais. Donc, ça veut dire que sur les 8 millions, donc qui concernent vraiment les couvreurs, en fait, dans un monde idéal, tu récupérerais 800 000. Ouais. Ce que tu me dis, c'est que donc ça, c'est la moyenne haute du marché, ou on va dire le plafond haut du marché. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif. Et la réalité, c'est quoi? C'est la moitié plutôt?
Ouais, la moitié, nous aujourd'hui, on arrive à peu près à sortir 5%, 5%. Là-dessus, ce qui est bien, même si on vise 10, mais il faut savoir que dès qu'on a un chantier qui a mis plus de temps que prévu, on vient taper dans ce résultat. Dès qu'on a un client à qui il faut faire un prix, on vient taper dans ce résultat. Dès qu'on a un imprévu, on tape dans ce résultat. Dès qu'on a quelqu'un... Et donc la marge, elle est pas si... La marge de taper dans ce résultat, en fait, elle est pas si énorme. Quoi. Un client qui dit faites-moi 20%, on peut pas. Mais non, mais c'est ça. C'est impossible. Mais et en plus, surtout sur 500 chantiers par an, enfin même plus, oui. En fait, tu te dis le nombre de petits imprévus qu'il peut y avoir sur un chantier. Et si tu fais ça fois 500, en fait, ton 10% de marge, il passe très, 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 très vite à 5%, voire moins. Quoi, tu peux perdre de l'argent. Bah ouais, c'est ça. Il y a plein d'entreprises de bâtiments qui, en fin d'année, en fait, leur entreprise leur a coûté plus cher que ce qu'elle a rapporté. C'est comme ça qu'on fait faillite. Et en fait, moi, ce que je comprends, c'est que toi, tu t'es énormément développé, puisque tu as une 50aine de personnes qui bossent pour toi pour faire tous ces chantiers. Mais en fait, tu augmentes énormément ton risque, justement, de taux d'imprévu. Oui. Je sais pas si c'est le terme. Mais... Exactement. Alors, l'avantage, c'est que quand j'ai un mec qui n'est pas là, il y en a plein et on arrive plus facilement à s'organiser que quand on est dans une petite équipe. Mais par contre, effectivement, quand il y a une grosse crise, comme ça a été le cas du Covid, moi, j'ai bien cru que j'allais... D'ailleurs, j'ai une de mes boîtes qui a fermé, j'ai déposé le bilan. J'ai une des boîtes qui a déposé le bilan. Et les autres, t'as fait comment? C'est l'État? Les autres, non, on s'en est assez bien sortis, les artisans. Celle dont j'ai déposé le bilan, c'est parce qu'en fait, j'avais un gros client qui fabrique des avions à Toulouse. Et, par hasard. Comme par hasard, il fabrique des avions. Il va pas fabriquer des trains. Et du coup, il nous a lâchés en fait pendant le Covid. Et là, ça a été catastrophique parce que c'était vraiment mon plus gros client et la boîte, elle a pris le mur. Donc, pendant 6 mois, ils m'ont pas passé une commande alors que c'est une boîte qui me commandait 100 000 par mois. Bon, c'est Airbus. C'est la vie. Et les autres, vous avez... les autres, non, parce qu'on était chez des particuliers. Et les particuliers, les chantiers continués, c'était autorisé? Même ils ont même comme ils prenaient pas de vacances et tout ça, ils ont dit vas-y, on investit dans la maison, on est confiné, on fait des travaux. Et ça a été une très très bonne année, l'année du Covid, pour ceux qui bossent chez les particuliers comme moi. Okay. Ouais. Et en fait, parce que c'était vous aviez autorisation d'aller sur... Absolument, ouais, on avait le droit. Ouais. Donc ça veut dire que toi, on revient à nos petits moutons, en marge brute, tu nous dégages du coup environ 400 000 € par an sur la partie artisanat, la partie couvreur. Avant impôt, ouais. Avant impôt, c'est donc 25%. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça veut dire qu'il te reste 300 000 €. Il reste aux actionnaires. Je suis pas l'unique actionnaire. Oui, alors voilà. Donc il reste 300 000 € de dividendes, de bénéfices nets pour l'entreprise. De bénéfices que je pourrais prendre en dividendes, mais que je prends pas forcément en dividendes. Voilà. Donc sur ces 300 000 € qui restent, toi, tu es actionnaire de la boîte à combien de pourcents? 90%. 90%. Donc tu as une associée qui a 10% de la boîte. Oui, c'est une ancienne salariée qui est devenue associée. J'adore ce genre d'histoire. Ouais. Et il y en a plein des histoires comme ça, c'est fou d'ailleurs. Alors il va y en avoir d'autres, puisque du coup j'ouvre le capital à mes salariés et du coup je vais fais rentrer mes directeurs au capital. Ouais. Ok, parce que toutes les entités du groupe sont gérées par... Enfin, il y a des gérants à chaque fois. Ouais. Et eux, en fait, tu as envie de les associer pour parce qu'ils se défoncent, c'est leur boîte en fait. Donc pour l'instant elle est à moi, mais je trouve que ça aurait du sens c'est ça qui les fidélisera et qui fera que ils vont eux-mêmes développer chacune des boîtes en fait. C'est ce qui pérennise le tout. Ouais. Trop bien. Et ensuite, donc tu marges quand même à 5% sur notre super beau chiffre de 8 millions. Et ensuite, les 180 000 restants, donc sur la partie création de contenu, tu prends tout, puisque c'est toi qui négocies tes contrats avec tes marques. Oui. Quasi tout. Oui. Et non, mais c'est bien en même temps, je veux dire, le nombre de personnes que t'aides, c'est complètement... et puis c'est toi qui vends... ah oui, non, mais là, c'est du personal branding, donc je veux dire oui, c'est moi totalement. Qui vends. Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on fasse un petit point là-dessus, parce que c'est quand même... Voilà à quoi sert le personal branding, c'est-à-dire qu'en dehors de t'apporter, effectivement, ces 30 000 € par an, qui par rapport au reste de ton chiffre d'affaires peuvent paraître anecdotiques, ça te rapporte une légitimité, une crédibilité et j'imagine plein de business. Évidemment. Parce que toute cette partie formation, donc ça, tu marges à combien, tu m'as dit? La formation, on va dire qu'on marge un peu plus de 60%. Un peu plus de 60%? Ouais, okay. Parce qu'en fait, la formation coûte 20%. J'ai une agence maintenant, une agence marketing qui prend 20% aussi. Donc il y a quand même quelques frais, donc il reste à peu près, il me reste 60% à peu près. Il te reste 60%, ok. Ça fait 100, on va dire, il te reste 100. Ouais, dans les 100 000. Mais bon, je fais des frais là-dessus, parce que sinon, je vais me faire éclater avec les impôts. Non, bien sûr. C'est pour ça que je prends beaucoup l'avion. Les gens qui me suivent sur les réseaux se disent, mais c'est pas possible, t'es toujours à l'aéroport. Oui, je passe énormément, parce que j'ai été absent, je crois, 18 semaines cette année, que j'ai passé à l'étranger. Je gère mon business depuis l'étranger. Ça veut dire que tes enfants sont grands. C'est parce que mes enfants sont grands. Exactement. Clairement. Et ça grandit, les enfants, puis ça finit par... Ça, c'est cool, finalement. Ça grandit. Mais tout ça, c'est hyper intéressant. Et donc, la création de contenu, c'est ce qui te permet de vendre tes formations. On est d'accord là-dessus. Sinon, ça me donne la légitimité et la visibilité. Ouais. Exactement.
Donc tu récupères environ entre les formations et la création de contenu 130 000 euros en plus sur laquelle qui te servent aussi à vivre en fait à bien vivre. Et à bien vivre. Ouais. Et parce qu'ensuite les 300 000 euros restants, enfin 90% des 300 000 euros restants de résultats nets de ton entreprise, c'est des dividendes soit que tu décides de te verser, soit que tu décides de réinvestir dans ta boîte pour la développer ou pour avoir un peu de marge de manœuvre, quoi. Exactement. Donc comme j'ai quand même beaucoup de monde dans l'entreprise, je préfère garder de la sécurité. Je laisse cet argent dans la boîte pour sécuriser les emplois de tout le monde. On va pas se mentir. Enfin, pas se mentir, c'est grosse responsabilité que d'avoir tous ces emplois quand même. Même si là on parle de chiffres, on se dit waouh, c'est la best life. La réalité, c'est qu'en fait, il y a 50 personnes qui dépendent de toi. Ouais. Donc c'est des gens que je connais les enfants, parce qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la boîte. J'ai vu grandir les enfants, je connais les femmes. Donc on rigole pas en fait avec cet argent, quoi. C'est même si officiellement cet argent il est à moi. Moi je dis souvent l'entreprise c'est un bateau. Donc on est tous sur le même bateau et ma responsabilité c'est de sécuriser ce bateau. Et la sécurité d'un bateau c'est de l'argent. Et toi du coup ton quotidien aujourd'hui, il ressemble à quoi? Alors mon quotidien aujourd'hui, j'accompagne les gens qui sont mes directeurs. Ça c'est dans mon quotidien, c'est mon rôle d'accompagner les directeurs. J'appartiens évidemment, donc j'anime un CODIR puisqu'on on voit tous ces directeurs au moins une fois par semaine. Donc mon job c'est vraiment ça. Après c'est une grosse partie management, gestion management. C'est que du management en propre. Après évidemment les choix stratégiques m'appartiennent puisque je suis l'actionnaire principal. J'ai un gros boulot sur la com, même si aujourd'hui j'ai une responsable de la com qui est là. On sort tous médias confondus, je sais pas, une quinzaine de vidéos semaine. Donc oui, c'est énorme. Donc je veux dire, je suis tout le temps en train de filmer, je suis toujours mon téléphone à la main. T'as ton studio, tu me disais? Ouais, j'ai un studio. Ouais. Bah, obligé. Donc voilà, je fais de la vidéo et je fais du management et les choix stratégiques. Mais à la com, là tu vois par exemple, on a fait du Black Friday. C'est la première fois que je voyais un artisan faire du Black Friday. C'est moi qui ai décidé ça. Je savais pas si ce que l'a donné, ça a été un gros coup. En fait, c'était une vraie idée de génie, mais ça a été une idée de génie, mais je savais pas. Donc en fait, j'ai tourné la pub, j'ai fait une pub assez choc. On a mis des budgets méta. On a dit vas-y, on va voir. Je la mettrai dans la description de l'épisode. Mais je te montrerai des vidéos, c'est un truc de fou. Là, je suis déguisé en magicien, en prêtre. Moi, j'adore tes vidéos. J'ai un peu regardé, du coup, ça m'a fait trop marrer. Hola, qu'est-ce que c'est la signature de Laurent. Ouais, c'est vrai. Vous comprendrez quand vous vous abonnerez. Et du coup, ouais, voilà. Après, je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est fun aussi, hein. On va pas se mentir, faut pas se prendre au sérieux. J'adore faire ça. Et il y a plein de gens maintenant qui me reconnaissent. Je trouve ça trop bien. Des jeunes qui montent des boîtes et qui me disent ah Lolo, je suis tes vidéos. Grâce à toi, je me suis monté ma boîte. C'est trop bien. Mais c'est génial. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on vienne à ça. Il y a une grosse partie qui est conseiller des gens et expliquer aux gens en fait comment toi t'as fait. C'est-à-dire que ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est qu'un artisan, ça marche j'imagine pour tous les métiers du bâtiment. Un artisan, quand tu démarres tout seul, soit tu es salarié comme toi t'en as, soit tu es micro-entrepreneur et donc tu fais partie des gens à qui on sous-traite des chantiers. Toi, tu as commencé comme ça? J'ai commencé comme ça, exactement. Et depuis le début, tu as toujours voulu monter ta boîte, tu as toujours voulu te développer ou c'est juste des opportunités? Comment, concrètement, si tu as quelques tips pour expliquer comment on commence micro-entrepreneur, donc avec un salaire qui est... on va dire un peu au-dessus du SMIC en moyenne. Exactement. Exactement. Ouais. Et ensuite d'arriver à avoir une structure 50 personnes, faire du chiffre, etc. C'est quoi les... Alors en fait, si tu veux, j'ai monté ma boîte assez tard. J'ai monté ma boîte à 40 ans. Donc, ça déjà, j'adore parce qu'on entend beaucoup d'histoires de gens hyper jeunes et il y a aussi beaucoup d'histoires de... Bah, la quarantaine, moi je fais ma crise de la quarantaine, ça a été ça. Merde, je suis pas patron et je vais être patron. Voilà. Ça va, c'est rentable comme crise de la quarantaine. ouais, bien sûr, 12 ans après, ou 13 ans après, tu dis ouais, c'était le bon choix. Mais quand tu le fais, je peux te garantir que c'est chaud parce que tu sors de ton confort, parce que tu étais salarié, donc tu te mets à ton compte, tu sais pas si tu vas bouffer, et je repars à 1500 balles par mois. Ce qui n'était pas du tout le salaire que j'avais à l'époque. Je gagnais, je crois, 3005 dans mon boulot. Donc je repars à 1500 en me faisant un petit peu de chantier au black. Je le dis tout le temps et j'ai pas honte de ça. Quand j'ai commencé, faut pas faire de black à mon niveau, je sais plus le black, mais quand on démarre, voilà, ça m'a un peu dépanné pour me faire genre 2000-2005 par mois, mais c'était chaud, quoi, tu vois. Donc, mais bon, je suis reparti de là, mais j'avais vraiment des grands rêves et j'avais vraiment de l'ambition, mais vraiment comme un gosse, quoi. Du coup, j'ai observé le monde du bâtiment. Il y avait déjà 250 couvreurs à Toulouse et j'avais l'intention de tous les défoncer. Ils vont me défoncer. Mais je voulais vraiment être le plus gros couvreur de Toulouse. C'était mon ambition. Dès le début, tu avais posé l'intention, quoi. Mais dès le début, j'ai dit je vais prendre le marché, en fait. Et c'était vraiment, j'avais les dents qui rayaient le parquet. Mais si on n'a pas ça, on ne va pas avancer, d'accord. Il faut beaucoup d'ambition parce qu'on n'arrive pas là où j'en suis par accident. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde, non. T'as bossé comme un malade pendant les 12 dernières années. J'ai pris des risques, j'ai bossé comme un malade et puis j'ai mis ce que j'ai entre les jambes sur la table j'ai mis tout ce que j'avais pour monter ma boîte. Donc et c'est parti. J'ai réussi à amener des gens avec moi.
Parce qu'en fait, la richesse d'une entreprise, c'est vraiment les salariés. Et il y a des gars, des artisans qui ont travaillé avec moi comme sous-traitants, comme co-traitants, qui ont dit, écoute Lolo, on préfère être dans l'équipe avec toi et devenir salarié que de rester à notre compte. Et j'ai réussi comme ça à récupérer des très très bons gars. Parce que eux, ils avaient des expertises de ouf, donc toi, tu avais besoin pour te développer. C'était meilleur que moi. En fait, j'ai embauché des mecs, mais largement ça, c'est un des secrets aussi des entrepreneurs. Mais largement meilleur que moi. Et donc, j'ai vraiment fabriqué une Dream Team, quoi. Et cette Dream Team, elle a soulevé des montagnes. Après, j'ai compris un truc, c'est que vraiment, si j'avais très très faim et que la clé, ça allait être la com. Et donc, rapidement, j'ai fait moi-même mon premier site internet à l'époque avec j'ai fait mes premières campagnes ads, ce qui est assez rare pour un artisan, on va pas se mentir, on n'est pas câblé pour faire ça. D'ailleurs, c'était pourri ce que j'ai fait, mais j'ai eu des appels. Et là, j'ai dit, c'est amazing. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, on prend une boîte de com, on fait un vrai site, on met des gens qui sont spécialistes des ads. J'investis un peu là-dedans. J'investis là-dedans. Et là, ça a été la folie, puisqu'en fait, on a eu de la demande. Et là, j'ai fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et tu te retrouves 12 ans après, tu fais 8 millions. Mais le problème, c'est que tout le monde fait des ads aujourd'hui, donc il faut être encore plus malin. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est passé sur Meta. Je fais beaucoup d'organique, je fais des vidéos. Je fais des vidéos où je dois apporter énormément de valeur. On fait de la newsletter, enfin, on fait de tout. Donc ça, la com, c'est un des gros trucs qui t'a permis de grossir. C'est le truc. Le truc qui t'a permis de grossir. Ouais, le point numéro. Développer une marque autour de toi où les gens se sont dit, attends, moi je suis quelqu'un à Toulouse ou dans la banlieue de Toulouse, j'ai envie de refaire un toit. C'est quoi? C'est parce que toi t'es plus visible ou c'est parce que comme ils voient des vidéos de toi, en fait t'es un personnage rassurant, donc ils vont se dire, ce mec, on a envie de lui faire confiance parce que il n'y a pas forcément une super répute en fait. Alors attention, le point numéro 1 en marketing, et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est le produit. D'accord. Donc moi, c'est aujourd'hui l'expérience client, c'est le point numéro 1. Le jour où on est mauvais à faire des toits, on peut avoir la réputation qu'on veut, on peut avoir la visibilité qu'on veut. Le bouche à oreille, ça vous tue. Ça sera encore pire parce que le bouche à oreille numérique, il est encore plus fort que le bouche à oreille traditionnel. Donc la base du produit, c'est ça. C'est toujours avoir voulu faire des chantiers de qualité, des clients satisfaits. Avec des bons matériaux. Avec des bons matériaux, des bons compagnons. Et une fois que tu as ça, t'envoies la com là-dessus et effectivement, ça peut que fonctionner. Mais tu le vois dans tout ce qui marche aujourd'hui. Un resto qui va cartonner à Paris, un truc, les mecs, ils vont faire des jolis Insta et tout. La base, c'est que tu manges bien. Parce que tu peux faire tous les Insta que tu veux. Ça, on l'oublie parfois. Mais la base, c'est de bien manger, en fait. Tu vois, aujourd'hui, moi, je choisis 80% de mes restos avec Google. Je me prends même plus la tête. Je suis dans un endroit, je sais pas où je suis, j'ouvre Google. Premier resto qui a plus de 4 étoiles et qui est à moins de 200 mètres, j'y vais. Et puis, je me plante pas. J'ai la même stratégie que toi. Je prends pas la tête. Tu vois, on va là, mais on n'y est jamais, t'inquiète. Ils sont 650 y est allés, ils ont mis 4,2. Il y a 650 autres personnes qui ont dit que c'était bien, donc si c'est pas bien, c'est pas de ma faute. Ben ouais, ça s'appelle la preuve sociale. Donc je veux dire, à un moment donné, aujourd'hui, les consommateurs fonctionnent comme ça, pour les restaurants, mais pour la toiture, pour le photovoltaïque, pour les formations en ligne, pour tout. Pour les podcasts, pour tout ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai, pour les podcasts. Pareil. C'est sûr. Ça et le bouche à oreille. Ok, trop bien, hyper intéressant ça. Faut que j'arrête de dire trop bien, je me fais engueuler par mes auditeurs et plein d'autres gens. Qu'est-ce qui marche le plus c'est quoi les chantiers qui sont les plus rentables? Est-ce qu'il y a des chantiers qui sont les plus rentables déjà? Ouais, les chantiers qui sont les plus rentables ne sont pas les plus gros, parce que plus le chantier il est gros et long, plus tu risques de perdre du temps et de l'argent. Ok. Donc les chantiers les plus rentables, c'est les chantiers les plus courts. C'est les petits trucs. Les petits trucs. Et pas que les réparations. Les réparations, c'est rentable, tu vois. Les nettoyages, c'est rentable. Parce Vous en faites pas mal, ça? Il faudrait faire que ça, idéalement, mais bon, on peut pas faire que ça. Mais je veux dire, tu vas nettoyer un toit, t'as pas les 30% d'achat de marchandises dont je t'ai parlé. Donc déjà, tu gagnes des sous. Et tu devises pareil, tu fais le même type de devis? Tu vends plus de temps, mais bon, c'est le plus rentable, c'est tout, parce que t'as pas les achats. Et puis, si tu sais qu'il faut 2 heures pour mettre un toit, nettoyer un toit, il va en mettre 4. C'est 2 heures, c'est 2 heures. Tu vois, s'il a mis 4 heures, tu vas le voir, tu dis, copain, pourquoi t'as mis 4 heures? J'ai fumé un clope avec le voisin. Tu vois, tu peux pas. Ça marche pas. Donc le plus rentable, c'est les petits chantiers. Ouais. Et c'est quoi est-ce qu'il y a un truc, ton plus gros coup d'argent? T'en as un ou pas? En fait, souvent, quand tu vois des barques, oui, j'en ai un, mais j'ai un gros coup d'argent. J'ai un client qui est très très rentable, d'accord, mais je peux pas tellement en parler parce que voilà, mais donc ton plus gros coup d'argent, tu dirais que c'est un client qui est ultra fidèle en fait, et qui te donne plein de business. Ouais, voilà, c'est un client qui est ultra fidèle puisqu'il nous donne plein de business et parce que il y en a plusieurs. Enfin bon, c'est un client, je peux pas en parler, mais c'est voilà, mais c'est un client qui est fidèle. On vend très cher, mais on n'a pas le droit à l'erreur du tout. C'est-à-dire qu'on fait des chantiers, on prépare pour la pose de matériel tech, j'ai envie de dire, tu vois, pour des connexions, des réseaux et tout ça, qu'on place sur des toits. Et quand le matériel est installé pour plusieurs millions d'euros, il rappelle 15 jours après, il y a une fuite sous le matériel, il faut enlever le matos. Parce qu'en fait, ça a coûté des centaines de milliers d'euros d'installer tout ça. Donc nous, tu fais bien ton taf, quoi. De fou.
Ok. Tu vois, c'est comme ça, quand... limite, tu vas voir quoi. Quand tu as ces chantiers-là, tu vas voir, c'est la Non, mais pression, tu mets les meilleurs, tu mets les doubles, tu surcharges tout. Ouais, C'est-à-dire que tu mets tout Tu dans la triples, qualité top, ouais. tu triples Ok. toutes les sécurités parce qu'il faut pas d'erreur. Donc on vend très très cher, on marge très très bien, mais le client il sait qu'il n'aura pas de problème et nous non plus. Ça nous coûterait beaucoup trop cher d'avoir un problème. On peut Ok. s'arrêter. Donc ça, c'est client premium, quoi. Ouais. Client VIP. Ouais. C'est quoi le truc que tu préfères dans ton métier aujourd'hui? La com. La com. Ouais, bah oui. La com. Évidemment. Parce qu'en fait, moi, d'abord, j'aime bien incarner ma boîte. Aujourd'hui aussi, je passe un peu le relais parce que bien sûr, je suis en personal branding, c'est moi qui incarne mon entreprise, mais j'ai 53 ans, je compte aussi la laisser à mes salariés dans quelques années. Donc, j'ai envie qu'eux aussi l'incarnent. Donc, je prends beaucoup de plaisir à les mettre à l'écran, Ouais, à les ça, c'est filmer. cool. Et j'aime bien. Et puis c'est rigolo parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, on a été filmé un de mes gars et le gars, il passe à la caméra, il fait Hola, qu'est-ce que je fais oh, j'adore. J'étais trop fan. Je fais mais non, il a repris le cri de guerre. Enfin, tu vois, ça fait trop drôle. plaisir. Ouais. C'est-à-dire que ça m'a vraiment fait. Ça pouvait pas me faire plus plaisir en fait qu'il démarre la vidéo par ça parce que je dis J'adore. ah putain c'était super. Donc ouais, ce que j'aime c'est quand mes gars effectivement aujourd'hui ils incarnent l'entreprise et qu'ils en sont fiers, tu vois, qu'ils sont fiers de leur logo, qu'ils sont fiers de la boîte, fiers d'y travailler. Mais bosser dans une entreprise qui a une vraie marque comme ça, eux aussi, je pense que ça quelque part ça les motive, tu vois, les salariés. Donc. Après on a une culture d'entreprise qui est forte. Aujourd'hui je pense que la culture d'entreprise c'est la clé du succès des entreprises. On va pas se mentir. Moi je sais que la culture d'entreprise c'est quelque chose qui me fascine. La culture d'entreprise, on la retrouve dans le sport. C'est ce qui fait que des fois, tu peux avoir les meilleurs joueurs dans une équipe, mais ils ne gagnent pas. C'est un problème de bien culture. sûr, c'est un truc de team, bien Donc, sûr. ouais, moi, je suis vraiment fasciné par la culture d'entreprise parce que tu ne peux pas donner autant d'argent que tu veux à tes salariés parce que tu as des problèmes de marché, même si nous, je pense qu'on les paye bien, on donne des primes et ça. Mais il y a un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la culture, la raison pour laquelle ils viennent bosser. Parce qu'on a des valeurs communes et qu'on croit en ce qu'on fait et que voilà, on est solidaires les uns des autres. Nous la culture d'entreprise, c'est d'être épatant. Donc, on essaye de s'épater les uns des autres, d'épater nos clients. Voilà. Épater, c'est l'éco-occitan. Ok, j'adore, super pitch. Ok, j'ai deux petites dernières questions. C'est quoi le truc que t'aimes le moins, juste pardon, ça j'ai envie de savoir. Ce que j'aime le moins, c'est virer les gars. Ok. Non, mais je dois virer des gens. C'est mon boss. Du coup, c'est moi qui m'y Ça charge fait en partie de général. ton boulot. C'est pas de mon boulot, c'est ce que j'aime le moins. Ouais. Déjà, merci 1000 fois de m'avoir partagé tout ça parce que ça passe hyper vite, mais tu m'as raconté plein de trucs et c'est hyper précis, hyper passionnant. Et je pense que plein de gens apprendront plein de trucs. Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne, sur lequel tu t'interroges? Ah, sur lequel je m'interroge combien ça gagne. En fait, on est souvent surpris de voir combien ça gagne. Je trouve qu'on pense que les gens gagnent plus que ce qu'ils croient en réalité. Je suis très d'accord. Moi, je me pose souvent, j'aimerais savoir combien il reste des fois un chauffeur de Uber quand je vois à la fin du mois, enfin quand je vois des fois le prix que je paye la course, le temps qu'il passe dans la course, il faut qu'il paye la voiture et tout. Je me dis mais combien il lui reste? Et les 25% ou 22% que prennent Uber. Uber, ouais, c'est pour ça. Donc ça, je me demande combien ça gagne. Alors, encore en France, qui sont pas très bien payés, mais genre ça va, mais il y a carrément genre, j'ai vu ça en Croatie ou au Portugal, c'est insolent. Au Portugal, c'est 5 vraiment... euros pour aller à l'aéroport. Ouais, c'est ça, tu te dis, mais comment il fait quoi? C'est pas le même coût de la vie, mais bon, c'est pas la même différence non plus. Ça, j'aimerais bien savoir, mais malheureusement, j'ai peur de la réponse aussi. Et en fait, du coup, on a des gens qui sont à leur compte, qui sont dans la précarité, donc ça, c'est pas incroyable. Globalement, dans le bâtiment, si on travaille bien, on peut bien gagner sa vie. Il y a pas mal d'artisans qui gagnent plutôt bien leur vie. Je pense que dans le bâtiment, on est sur une moyenne entre 2005 et 3500 balles par mois. C'est ce que gagnent à peu près les artisans du bâtiment moyenne en France. Donc c'est plutôt honorable quand on sait que le salaire médian des Français il est à 2000 balles ou quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Donc on est au-dessus. Et attends, c'est quoi d'ailleurs, la toute dernière question, le métier le plus rentable dans les métiers du bâtiment? Il y en a un qui est un peu le truc... Ah, bien sûr, serrurier à Paris. Ah putain, mais oui. D'ailleurs, serrurier à Paris, si quelqu'un a un serrurier à Paris, je répète, si quelqu'un a un serrurier à Paris, envoyez-le moi, j'ai besoin de le cuisiner. Serrurier à je Paris. veux la réponse. C'est insolent quand tu vois le prix des ads pour serrurier à Paris. Ouais, vraiment que personne n'oublie jamais ses clés en vivant à Paris, vraiment. Personne ne s'enferme à l'extérieur. C'est clair. C'est un gros flip ça. Ok, trop bien. C'était trop bien, Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai adoré. Alors suivez Laurent partout, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta, Laurent Aubel. Je mettrai tous les liens de tous les comptes. Sur YouTube, nous les artisans. Exactement, les artisans. Les couvreurs occitans, vous suivez, vous regardez si vous êtes dans la région et que vous avez un toit à refaire, c'est là-bas que vous allez vous poser même pas de questions. Exactement. Et voilà. Et merci à Cédric Prats, c'est ça? Ouais, le qui nous a mis en artisan, contact, exactement. le 7e artisan, qui est donc créateur de conduits spécialisé dans les métiers du bâtiment. Donc ça, c'est cool aussi. C'est clair. Et donc que tu connais, qui nous a mis en relation. Donc on le remercie, on mettra son compte aussi YouTube. Trop bien, merci Laurent, à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine.